Mon Dieu, quelle histoire! Une histoire dont on ne sort pas indemne. Plus de 300 livres, des dizaines de films, des visiteurs venant de tous les coins du monde. Tout cela pour un simple curé de campagne qui aurait trouvé un trésor, il y a un peu plus d'un siècle, dans un petit village du sud de la France, Rennes-le-Château. On est arrivé. Voici Rennes-le-Château sur sa colline, qui inspire les rêves et transforme les vies de ceux qui ont voulu percer son mystère. Je vous avais parlé la dernière fois de Rennes-le-Château et de l'abbé Béranger. Je vous avais promis de vous raconter cette histoire, qui est un reportage que j'ai fait pour le Figaro Magazine, à l'époque de Franz-Olivier Gisbert, qui était alors notre rédacteur en chef. Alors, avant d'aborder le reportage proprement dit, il faut que je vous rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, les faits. Un 1er juin 1885, les habitants de Rennes-le-Château, c'est une petite commune au sud de Carcassonne, à la limite des Pyrénées, quelques centaines d'habitants, voient arriver leur nouveau curé. L'abbé Béranger est un homme qui n'en est pas à sa première cure, mais il a été envoyé là par son évêque. L'abbé Béranger Saunière est pauvre, c'est évident. La diligence, la malle, comme on disait à l'époque, l'a laissé en bas, dans la vallée, à Espéraza, petite commune, un peu plus importante que Rennes-le-Château, bien sûr, et il a trotté toute la pente à flanc de colline jusqu'à son petit village, avec pour seul bagage une mallette, une vieille mallette. Il faut dire que les habitants de Rennes-le-Château s'en moquent un peu. Hein. Le curé, ils sont pas calotins. Hein. D'abord, ils sont plutôt de tendance, ce sont des paysans plutôt de tendance gauche. Et puis l'église en ruine, vous savez, ils s'en foutent un peu. Ce sont pas des gens qui fréquentent les messes. Donc ils se moquent un peu de leur curé, et puis ils se disent que, bon, ben voilà, on a pris la cure. Mais les choses vont changer. Très vite, les choses vont changer. Voilà que l'abbé Béranger Saunière se met à relever les ruines de l'église, qui étaient vraiment plutôt en mauvais état, à installer des vitraux, à refaire sculpter une chaire nouvelle, à nettoyer la nef. Bien, ça fait déjà parler les gens, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils se mettent en travaux, mais c'est pas fini. Il va faire installer une petite placette, une petite place en face de l'église, puis des statues, il va y placer des statues religieuses, un calvaire. Tout ça, ça fait jaser les gens, hein. On se dit, mais mine de rien, l'autre curé vraiment prend en main les affaires de sa cure. Et ce n'est que le début. Il se met à acheter du terrain autour pour y faire bâtir un presbytère. Mais alors un presbytère qui n'a pas l'humilité des petites bicoques de la commune, non, c'est une belle villa. Comme on ne serait pas étonné de les voir dans une banlieue cossue de Paris. Une jolie villa, une jolie villégiature, avec un jardin d'hiver, un toit en pignon, qu'il baptise la Villa Betania, avec grande vue sur les Pyrénées qui font tout le fond du paysage. Et il aménage par la même occasion un jardin d'agrément, un jardin d'hiver, et fait construire une tour gothique, une tour de château, qu'il va baptiser la tour Magdala.
et bientôt une deuxième tour, dans laquelle il installe une bibliothèque, avec des tableaux, des tapisseries, un salon, des salons, car l'abbé Béranger Saunière mène grand train. Il fait venir des livres de Paris, il fait venir aussi des journaux, qu'il fait relier avant de les placer dans sa bibliothèque. Il boit du rhum et des alcools fins qu'il fait venir des îles, par caisse, comme on faisait à l'époque. Tout cela arrive par Bordeaux. Bordeaux lui livre, les livreurs lui viennent avec des caisses de rhum. À sa table, on trouve des grands crus. Il engage une cuisinière. Il a des domestiques. Ajoutez à cela que l'abbé Saunière reçoit du beau monde. Dans son presbytère, il a reçu, il fait des fêtes régulièrement et il s'absente lui-même pour aller dans des destinations lointaines. On le voit partir, on vient chercher en voiture à cheval et il part pour des destinations lointaines, souvent plusieurs jours, plusieurs semaines. On dit même qu'il voyage à l'étranger. Dans ces visites, on a parlé de personnalités de l'époque, comme le comte de Chambord, qui est l'héritier de la couronne de France, qui lui aurait rendu visite. On a parlé également d'artistes, comme la grande cantatrice de l'époque, Emma Calvé, le compositeur Claude Debussy, qui serait venu lui rendre visite. On a même dit que l'impératrice Zita de Habsbourg, la femme du successeur au trône d'Autriche, vient le voir. Tout ça quand même intrigue. Intrigue à tel point que l'évêque de Carcassonne, les autorités ecclésiastiques à Carcassonne, vont le rappeler à l'ordre. Parce qu'à l'époque, c'est au moment, ce moment très délicat de la séparation de l'Église et de l'État, où l'Église adopte un profil bas en France et ne voudrait pas trop faire parler d'elle, de scandales. On est très prudent avec ces histoires, on ne voudrait pas que l'État s'immisce dans ses affaires ecclésiastiques. Donc il est rappelé à l'ordre par son évêque, on le met même à pied, on le suspend pendant quelques temps de ses fonctions. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'évêque a eu des on-dit, des oui-dire, qu'il ferait du trafic de messes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens payaient pour qu'on donne des messes pour des défunts régulièrement. Et l'abbé Saunière ne cache pas qu'il est royaliste. Donc on craint que des personnes royalistes lui versent de l'argent pour dire des messes. Tout ça ne plaît pas beaucoup à l'Église, il est suspendu. Et puis, il y a aussi au village les rumeurs d'un trésor qu'il aurait découvert et qui lui permettrait de rénover, de faire tous ces travaux qu'il a fait. Cette idée commence à faire son chemin, déjà du vivant de l'abbé Béranger Saunière. Enfin, tout cela va durer jusqu'à la guerre, la première guerre, exactement le 17 janvier 1917, où sa domestique retrouve l'abbé Béranger Saunière mort, allongé sur le dallage de sa bibliothèque. Voilà l'histoire. Pourquoi et comment le Figaro Magazine m'a envoyé à Rennes-le-Château? Eh bien, je vais vous le raconter. Le mythe d'un trésor caché qu'aurait découvert l'abbé Béranger Saunière, qui commençait déjà à faire parler de lui à l'époque de son vivant, a été relancé avec la parution d'un livre qui a eu beaucoup de succès, L'or de Rennes-le-Château, c'est son titre, par Gérard de Sède. C'est un livre qui a été publié en 1967, et c'est une époque intéressante. D'abord, c'est l'époque du Matin de magicien, le livre de Louis Poès, le fondateur du Figaro Magazine,
Le secret des magiciens, qui est un livre qui est sorti en 1968, donc sur la foulée de l'or de Rennes-le-Château. C'est l'époque aussi du magazine Planète, fondé par le même Louis Pauwels, avec son acolyte Jacques Bergier. C'est aussi l'époque de Barjavel, de tous ces récits que la jeunesse de l'époque, entre deux manifestations de mai 68, dévorait avec tous les mystères, les Templiers, les choses. On adorait toutes ces choses pour lesquelles on n'avait pas d'explication. Voilà pour le contexte. En juin 2001, oui, c'est en juin 2001, c'est ça. Voilà qu'un ami, Jean-François L'Huillier, pour vous planter un peu le profil du personnage, 7 ans chez les Jésuites, 32 ans chez les Parats. Maire de Rennes-le-Château. Ah, il est vraiment bien placé. Et il me téléphone au Figaro Magazine pour m'apprendre qu'une équipe de scientifiques américains, des gens les plus sérieux, missionnés par la fondation John Merrill, va procéder à des fouilles approfondies dans la maison et l'ancien propriétaire, ça veut dire les terrains, qui ont appartenu à l'abbé Béranger-Saunière. Il m'en parle, j'en parle en conférence, à l'époque, Louis Pauwels n'est plus de ce monde, mais c'est François-Olivier Gisbert qui est notre directeur de la rédaction. J'en parle, j'évoque Louis Pauwels, je dis qu'il aurait adoré cette histoire, j'en parle, et je leur dis qu'il y a du nouveau, puisqu'on va procéder à des fouilles approfondies du terrain pour retrouver ce soi-disant trésor. Go! Gisbert trouve ça formidable, on m'envoie vers le sud, en Aquitaine, dans le sud de l'Aquitaine, pour aller rendre visite aux habitants de Rennes-le-Château. Me voilà parti. Alors, je vais vous localiser un petit peu l'endroit, à la sortie de Carcassonne. On prend la nationale 118, D118, en direction du sud. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, on traverse la petite commune de Cuisa. Il faut rester encore un peu sur la D118 avant de prendre une route en lacet qui monte à Franc-de-Colline pour arriver finalement dans une espèce de petite commune, de petits patelins, une poignée de maisons. Parler de maisons, c'est, je dirais, je ne veux pas me mettre les habitants à dos, mais c'est très pauvre. Hein. Ce sont des gens, vous savez, c'est pas un pays de vaches et d'élevage et de culture, hein. C'est un pays de caillasses et de chèvres. Donc c'est très simple, c'est très pauvre. Et puis, on est, il ne faut pas l'oublier, en pays cathare. Pays d'ésotérisme, d'histoires bizarres, ces petites maisons autour de cette église, tout ça est empreint de mystère et je le ressens quand j'arrive, au moment où j'arrive sur les lieux. Les premières choses que je vois en sortant de la voiture m'interpellent. Écoutez, je vous les livre tels que je les ai gardés en souvenir, parce que vraiment, elles n'ont rien de très orthodoxe. Oui, on est en pays cathare, comme je vous le disais, avec ce pays d'ésotérisme, d'histoires mystérieuses, de trésors cachés, de la sauvageonne des Pyrénées sous la Révolution française qui a fait couler beaucoup d'or. Il paraît qu'une femme attaquait les diligences. Tout ça, c'est le climat du pays. C'est un pays qui est encore plein de croyances. Et je dois dire que lorsque je sors de la voiture, dans ce petit village, dans cette petite commune de Rennes-le-Château, ce que j'ai devant moi était plus qu'étrange. J'ai gardé en souvenir des choses, je vous les livre telles que je les ai gardées en souvenir, parce qu'elles sont quand même, elles défient un petit peu la logique de l'Église. D'abord, ce paysage grandiose des Pyrénées, qui forme la toile de fond de ce petit pays fruste et pauvre, et là, au milieu de ce petit village, de ce petit hameau, une villa. Comme je vous l'ai dit, on pourrait en voir dans une jolie banlieue parisienne, à Maison Lafitte ou à Saint-Germain-en-Laye, quelque chose de cossu.
avec son jardin d'hiver, son pignon, tout ça est à peu près à la fresque encore. C'est le presbytère. C'est là qu'habitait l'abbé Béranger Saunière. Là, devant, une petite place, avec un crucifix, un calvaire, plus ou moins étrange. Alors que souvent, sur les crucifix, le crucifié, le Christ regarde ou le ciel ou la terre. Là, c'est pas du tout le cas. Il regarde presque derrière lui, presque derrière son épaule. Le visage est tourné à 45 degrés, comme si vraiment il regardait quelque chose qui est derrière lui. Bizarre, très étrange. Attendez la suite, l'église. Normalement, pour entrer dans une église, il faut grimper quelques marches. Là, c'est tout le contraire. Il faut descendre quelques marches. L'église est légèrement sous le niveau du sol. Et puis sur le porche, normalement, on y lit une bénédiction. Là, sont gravés les mots « Terribilis est locus iste ». Ça veut dire « ce lieu est terrible ». Et en effet, à gauche, en entrant, juste à l'entrée de la nef, une croix mise à l'envers, avec l'alpha et l'oméga qui sont au bout de la croix, la tête en bas, et de l'autre côté, un bénitier qui est supporté, chose que je n'ai jamais vue jusqu'ici, qui est supporté par un diable, mais pas un diable stylisé, un vrai diable, grimaçant et très grand, qui tient ce bénitier. Un bas-relief, juste après. Ah oui, je vous le disais, ce diable, c'est Asmodée. C'est pas n'importe qui. Dans les grandes figurations du diable, il s'agit de Asmodée. Asmodée, c'est le diable contre lequel se bat Salomon, qui détruit le temple et que le roi Salomon va vaincre et qu'il va obliger à reconstruire le temple de Jérusalem. Ah, c'est tout un symbole derrière ce diable. Un bas-relief sculpté sur le côté qui représente la scène, le dernier repas du Christ avec les apôtres. Au pied de Judas, un sac censé contenir les 7 deniers qu'il a reçus pour vendre le Christ aux légionnaires. Là, les 7 deniers sont une bourse impressionnante qui est au pied de Judas. Quelque chose qui, visiblement, fait allusion à un trésor. J'ai l'impression, et c'est l'impression que je garde de cet endroit, d'un jeu de piste. Il y a là quelque chose qui interroge, et on se demande tout de suite qu'est-ce que l'abbé Béranger Saunière a voulu dire aux visiteurs quand initiés, parce qu'il faut savoir, il faut connaître quand même l'Évangile et le Nouveau Testament, qu'a-t-il voulu dire aux visiteurs avec ces signes qui sont placés là, le Christ qui regarde par-dessus son épaule, la bourse énorme qui est censée contenir plutôt de l'or que les 7 deniers, ce diable qui tient le bénitier, Asmodée. Est-ce justement ce jeu de piste qui a fait accourir à Rennes-le-Château autant de personnalités de l'époque, et pas seulement de l'époque. La dernière personnalité qui est allée à Rennes-le-Château, c'est François Mitterrand. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'apprends, en faisant mon enquête, que la fondation John Merrill, sise à New York, et qui va procéder à des fouilles sur place, est spécialisée dans l'archéologie chrétienne, et qu'elle a travaillé spécialement pour les manuscrits de la mer Morte, les fameux manuscrits du IVe siècle qu'on a trouvés à Nag Hammadi, et qui étaient censés dévoiler un secret que l'Église aurait voulu étouffer. C'est ce qu'on a dit lorsqu'on a trouvé ces documents, ces manuscrits, secret dont l'histoire a été portée sur les écrans, puisque
l'auteur de Da Vinci Code se serait inspiré de cette histoire. Donc, un lien entre la fondation John Merrill, un secret détenu par l'Église, un secret que l'Église aurait voulu connaître. Quel type de document? Qu'est-ce que l'Église aurait voulu savoir ou apprendre par ce secret que l'abbé Béranger Saunière aurait emporté avec lui après sa mort en 1917? Alors pourquoi ces fouilles en 2001? Pourquoi cet appel au Figaro Magazine du maire? Simplement parce qu'un personnage résidant à New York est entré en contact avec la fondation John Merrill. Un certain Jean-Louis Genibrel, qui est originaire de Rennes-le-Château. Il est mort et il aurait affirmé, avant de mourir, devant un notaire, et on a ouvert ce qu'il avait laissé, le testament, que son arrière-grand-oncle avait jadis aidé l'abbé Béranger Saunière à enfouir un coffre sous la pierre de coin de la tour Magdala, la fameuse bibliothèque où on a retrouvé l'abbé mort un jour de février 1917. Quel type de document pourrait se trouver dans ce coffre? Et pourquoi la fondation John Merrill serait-elle intéressée? Un secret historique? On a prétendu qu'il y avait peut-être des choses qui avaient un rapport avec la dynastie des Habsbourg, les derniers empereurs d'Autriche, qui expliquerait la présence de Zita, qui serait venu voir ce fameux endroit de Rennes-le-Château. Et puis, 1917, c'est aussi la fin de l'Empire autrichien, austro-hongrois. S'agirait-il d'un trésor historique? On a parlé d'une visite en pleine Révolution française d'une familière de la reine Marie-Antoinette, la comtesse de Blanchefort, qui serait venue rendre visite au curé de l'époque, de Rennes-le-Château, pour lui remettre quelque chose que la reine de France voulait cacher, en tout cas qu'elle voulait mettre à l'abri entre les mains de ce curé. Alors, avec le maire, suivi et encadré par les curieux et les originaux qui ont pris un peu possession de cet endroit où ils fouillent dans les cavités, dans tout, à la recherche du trésor, parce que les chercheurs de trésors sont nombreux à Rennes-le-Château. Il y a eu tellement de littérature sur ce fameux trésor caché par l'abbé Saunière. Donc, avec la fondation John Merrill et ses scientifiques, nous avons procédé à une exploration par échographie de l'endroit qui nous avait été signalé par ce descendant de ce fameux Genibrel qui aurait aidé l'abbé Saunière à enfouir là un coffre. Nous avons procédé à cet endroit, sous la tour Magdala, à une recherche échographique. Et en effet, on a trouvé sous la tour, sur la pierre d'angle, on a trouvé la présence d'une cavité par 4 mètres de profondeur, et dans cette cavité, la présence d'un coffre en métal de 90 cm sur 1 mètre, sur 1 mètre 3, 1 mètre 5, dont on ne connaissait pas le contenu. Le problème s'est encore posé de sortir ce coffre de l'endroit où il se trouvait. On avait eu l'autorisation de la DRAC de fouiller par échographie. On n'avait pas l'autorisation d'extraire, de toucher au terrain, d'extraire ce coffre. Nouvelle demande à la direction régionale des affaires culturelles, qui n'accorde pas tout de suite l'autorisation de creuser dans ce lieu, parce que ça risque de fragiliser les tours
et en particulier la tour bibliothèque qui a été fondée dessus. Donc on ne sait pas ce que contient ce coffre. On sait seulement, et ça c'est une certitude, on sait seulement qu'il ne contient pas de métaux. Il n'y a pas de métal à l'intérieur. Ce coffre, s'il renferme quelque chose, ce sont des papiers. Jusqu'à ce jour, la DRAC n'a pas donné, pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a un bâtiment au-dessus, la DRAC n'a pas donné l'autorisation d'extraire ce coffre. Je suis rentré donc sur Paris avec mon article, enfin mon reportage. Je l'ai raconté à l'équipe du Figaro Magazine lors d'une conférence de presse. Tout le monde a trouvé ça très intéressant, un peu déçu qu'on n'ait pas sorti le coffre, mais peut-être que dans les mois suivants, la DRAC allait donner l'autorisation d'exhumer ce coffre, bien que nous sachions qu'il n'y avait pas à l'intérieur de métaux, donc pas de trésor, des papiers. L'article est sorti. J'ai eu du courrier. Et voilà que quelques semaines après, il y a un mystérieux interlocuteur qui se signale. Un certain monsieur Albert Fagioli, de la ville de Metz, qui affirme qu'il existe un passage souterrain, ou plutôt 4 passages souterrains, sous la nef de l'église de Rennes-le-Château, dont les directions seraient indiquées par les 4 anges de la voûte. Leur regard indiquerait la direction de chacun de ces passages. L'un de ces passages communiquerait, toujours d'après mon mystérieux interlocuteur, avec la tour Magdala et la cavité qui se trouve sous la tour Magdala. L'abbé Saunière aurait indiqué le lieu exact où il a enfoui son secret par un petit point rouge dans le carrelage de la tour, positionné sous l'échauguette, me dit mon mystérieux correspondant, en direction de l'angle nord-ouest vers la pierre d'angle. Il a demandé l'autorisation à la DRAC d'exercer ses talents de radiesthésiste sur les lieux, mais aux dernières nouvelles, la DRAC n'a rien accordé, ni de fouilles, ni de radiesthésiste. Les lieux sont encore comme ils étaient, on sait qu'il y a un coffret, on sait qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur, mais on ne sait rien d'autre. Par contre, ce qui est intéressant, durant les quelques jours, voire semaines, que j'ai passé dans la région autour de cette histoire de l'abbé Saunière, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de la région. Plutôt, par le plus grand des hasards, j'étais dans un petit hôtel, et un soir, je rentre à l'hôtel, et je vois le propriétaire de l'hôtel en grande discussion avec un visiteur, un touriste. Je crois que c'était plutôt un commerçant qui était là, et il lui parlait justement de phénomènes étranges. Et je m'arrête, je dis ah bon, et il me raconte qu'il y avait constamment des phénomènes étranges dans la région, et que lui, son restaurant, il avait régulièrement dans la nuit, éveillé par des bruits, des fracas de cuisine, enfin des histoires épouvantables, ce qui m'a donné l'idée de faire un autre reportage, alors, sur la présence du diable et des exorcistes, parce qu'il y en a plusieurs dans cette région des Pyrénées. J'en ai parlé à ma rédaction, et on est parti pour m'envoyer une seconde fois pour faire ce que j'ai appelé le diable s'est arrêté à Sarraza, qui est une histoire de personnes possédées, une possession incroyable chez un jeune homme de la ville de Limoux, et d'un exorcisme qui a très mal tourné, puisque l'endroit, l'église où s'est passé cet exorcisme, a été endommagé, en particulier une croix du XIIIe siècle, et s'est retrouvé tordu, alors un monument en métal impressionnant, s'est retrouvé tordu par terre, ce qui a fait bien sûr parler les journaux et tout, et alerter les autorités, qui fait qu'on m'a renvoyé traiter de cette affaire, et ça c'est une histoire que je vous raconterai la prochaine fois. Voilà.